Ça, c'est tous les dessins animés avec lesquels on a grandi. Enfin, ça ressemble plutôt à ça. Et ils nous ont tous marqués. Alors pourquoi on parle toujours des mêmes ? Aujourd'hui, on va changer ça. Je vais vous parler de 10 dessins animés complètement oubliés pour voir si vous vous en souvenez. Martin Matin, tous les matins en te levant. Martin Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Imaginez vous lever chaque matin avec un nouveau corps, de nouveaux pouvoirs ou même une autre personnalité. Ça, c'est le quotidien de Martin Matin. Ça peut paraître cool, mais le changement, c'est pas trop son truc. Tout simplement car chaque transformation comporte son lot de responsabilités. Par exemple, si Martin devient roi, c'est qu'il a un royaume à gouverner, du personnel à son service, mais aussi des ennemis qui veulent sa peau. Maintenant, imaginez le jour où il est devenu un vampire. La moindre erreur et plus de Martin Matin. Donc on peut comprendre que ça le dérange. Il a eu plus de 100 transformations différentes. Et croyez-moi, il y en a des chelous. Puis même quand il se réveille normalement, il y a rien qui va. Bonjour fiston. Moi je pense que sa vie serait bien meilleure avec Oli. Vous vous êtes jamais dit, allez ça y est, j'arrête les boissons sucrées. Si c'est le cas, laissez-moi vous dire qu'Oli c'est la meilleure boisson pour les remplacer. Et je vous promets que c'est tout aussi bon. Il y a énormément de goûts différents, comme les classiques citron, cerise, pêche ou encore ananas. Mais aussi des goûts qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme le mélange fraise kiwi ou framboise vanille. Et même s'il n'y a pas de sucre, je peux vous dire qu'on sent bien le goût. C'est super simple à utiliser. De l'eau dans ton shaker, tu verses le sachet et la partie la plus importante, incroyable. Si vous voulez découvrir Oli, je vous conseille l'offre découverte. Il y a 4 gammes différentes selon vos besoins. Énergie, hydratation, iced tea ou même milkshake. C'est vraiment le meilleur moyen de tester Oli car c'est des boîtes avec 14 sachets. Donc vous allez forcément trouver votre bonheur. Il y a même le shaker avec. Personnellement, je kiffe le goût citron de la gamme hydratation. C'est dommage que vous puissiez pas goûter. Mais attendez, avec Oli, on a pensé à vous. Avec mon code Abdal, vous avez moins 10% sur votre commande Oli. Vous pouvez retrouver le lien en description ou directement scanner le QR code. La première fois que j'ai goûté, j'ai vraiment été surpris et je pense vraiment qu'Oli va faire partie de mon quotidien. Et je conseille aussi à Martin de l'utiliser. Ce serait une super solution pour énergiser ses journées. Mais bon, lui, il a pas la chance d'en boire. Heureusement, pour l'accompagner dans ses aventures, il peut compter sur son meilleur ami Gros Mot. Parce qu'ils ont tous des prénoms à la con maintenant. Lui, il adore les transformations de Martin. Plus elles sont cool, plus ses journées sont géniales. C'est pour ça qu'il vient le chercher chaque matin, juste pour découvrir à quoi il va ressembler. On dirait presque qu'il est là que par intérêt. Non, parce que parfois, il hésite pas à faire du chantage à Martin. Bon, si tu ne le fais pas, je ne serai plus ton copain, c'est juré. Ouais, Martin n'est pas aidé avec un pote comme ça. Mais avec Roxane, c'est différent. Il est amoureux d'elle et elle aussi a l'air de l'aimer. Parce que même si Martin devient une fille ou un homme de Cro-Magnon, elle l'apprécie toujours. Y a que 2 trucs qu'elle aime pas chez lui. Quand il utilise ses pouvoirs pour faire du mal ou quand ses transformations ont du succès auprès des filles. Bon, pour le coup, c'est plutôt rare. À l'école, Martin n'est pas toujours le bienvenu. Entre Roméo qui passe son temps à se moquer de lui et Monsieur Grain de Sel qui cherche à tout prix à le virer, il a pas le quotidien le plus simple. Ce quotidien, on a pu le suivre de 2003 à 2008. Mais 10 ans après la fin, une 4e saison sort avec quelques différences. Waouh, c'est que j'ai plutôt la classe, moi, ce matin. Le principe reste le même. Une nouvelle transformation chaque matin, mais avec des aventures plus intéressantes. On peut le voir en moine Shaolin, en loup-garou ou en astronaute. Donc malgré les changements, le dessin animé reste toujours aussi bien. Si vous avez grandi avec Martin Matin, il y a forcément une transformation qui vous a marqué. Moi, c'était celle du diable. Je me souviens que pendant Halloween, Télétoon passait l'épisode en boucle. C'était impossible de le rater. Pendant le mois d'octobre, les chaînes de télé mettaient souvent en avant les dessins animés liés à l'horreur. Je pense au Chat de Frankenstein, l'école des petits vampires, mais il y en a un qu'on ratait jamais et c'était Creepy. Creepy, c'est un dessin animé que j'avais complètement oublié. Et sans vous, je m'en serais jamais rappelé. Vous avez été nombreux à me faire des listes de dessins animés. Et même si je réponds pas à tout le monde, je vous lis et surtout, j'écoute vos recommandations. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les dessins animés que vous voulez voir pour le prochain épisode. Creepy, c'est un dessin animé sorti en 2006. En France, c'est d'abord diffusé sur Nickelodeon avant d'arriver en 2010 sur Gulli. Ça raconte l'histoire de Creepy, une petite fille adoptée par une famille très spéciale. Des insectes. Sa mère adoptive est une
menthe religieuse, quant à son père, c'est un moustique. Elle a aussi des milliers de frères et sœurs composés de larves, d'araignées et de mouches. Grâce à eux, Creepy fait ses premiers pas et vit son enfance dans un immense manoir. Mais avec le temps, elle se rend bien compte qu'elle n'est pas comme sa famille. Elle se sent seule et aimerait avoir des amis humains. Ses parents décident alors de l'inscrire à l'école. Bon, au début, elle est pas trop à sa place. Puis à cause de son look, les élèves sont pas très accueillants. Sauf Chrysalis et Budge. Budge aussi a eu du mal à s'intégrer. À cause de sa grande taille, les gens se méfient de lui. Alors qu'en vrai, il est super gentil et prêt à aider n'importe qui. Surtout Creepy. Elle lui fait confiance, donc il est le seul à connaître les secrets de sa famille. Chrysalis aussi est super sympa, mais elle sait pas garder un secret. C'est une meneuse qui cherche toujours à apporter de la positivité autour d'elle. C'est grâce à elle que Creepy a pu s'intégrer. Du coup, elles sont très proches et vivent beaucoup d'aventures ensemble. Mais contrairement à Budge, elle ignore que Creepy vit avec des insectes. Tout simplement car son père est un exterminateur. Ouais, vaut mieux que Creepy reste discrète. Puis même avec les autres humains, elle évite d'en parler. Surtout à la directrice. Elle est persuadée que Creepy a des problèmes psychologiques. Et elle a déjà voulu en parler avec ses parents. Du coup, pour se cacher, sa mère s'est déguisée. Mais les épisodes ne tournent pas autour du fait que Creepy doit garder le secret. Au contraire, parfois elle est super honnête sur sa vie de famille. N'importe quoi. Comme si les insectes géants existaient. Tu n'as jamais vu ma tante Rose. Les insectes, c'est la passion de Creepy. On ne la voit jamais sourire, sauf quand on en parle. Même son look rappelle celui d'une araignée. Et quand elle marche, elle fait le même bruit qu'eux. Il y a beaucoup d'épisodes qui montrent Creepy en train de protéger ses petites bêtes, surtout les membres de sa famille. Son père et sa mère ont parfois des rôles importants, mais ceux qu'on voit le plus souvent, c'est ses frères. Deux idiots qui ne pensent qu'à manger et qui finissent toujours dans des bourbiers. On apprend aussi beaucoup de choses sur les insectes. À la fin de chaque épisode, Creepy nous donne des explications scientifiques sur eux. Mais le dessin animé est surtout une comédie d'horreur. Il y a beaucoup de références à ce genre de film avec des histoires de fantômes, de tueurs ou de créatures monstrueuses. Ça marche super bien car les personnages sont très peureux. Enfin, sauf Creepy. La seule fois où elle montre ses émotions, c'est quand elle tombe amoureuse de l'homme tarentule. C'est la première fois qu'elle rencontre quelqu'un qui lui ressemble. Du coup, elle a demandé plein de conseils à Chrysalis avant son date avec lui. Mais le problème, c'est que l'homme tarentule, c'est juste un déguisement. Donc elle a préféré tout annuler. Mais elle aurait peut-être dû rester, car des points communs avec lui, elle en a plein. Ouais, le dessin animé aime beaucoup jouer avec les plot twists. Malheureusement, entre l'horreur et le dégoût, la série n'a pas eu le succès nécessaire pour une deuxième saison. Pourtant, en France, le générique a été écrit par Mylène Farmer et interprété par sa nièce Lisa. Donc les diffuseurs avaient peut-être espoir que ça marche. Au final, c'est resté que 2 ans à l'antenne, du coup, on l'a un peu oublié. Mais vous vous souviendrez peut-être mieux du prochain dessin animé. Je suis la fée coquillette. Oui, la fée coquillette. Magicienne, coquine et coquette. Dès qu'un animal est en galère, la fée coquillette descend de son nuage pour lui accorder un vœu. Le problème, c'est que les animaux de cette jungle, c'est un peu des cas. Ils ont toujours des problèmes éclatés ou des demandes égoïstes. Et le pire, c'est que même si la fée coquillette les aide, bah, ils sont ingrats. Coquillette, tu peux disposer. Certains ont aussi des vœux débiles. Prosper le koala, par exemple, a déjà souhaité que le soleil disparaisse, juste parce qu'il a eu un coup de soleil. Mais je sais pas si le pire c'est sa demande, ou le fait que la fée coquillette soit assez puissante pour la réaliser. Ses pouvoirs n'ont aucune limite. Elle est capable de faire apparaître des objets, ou même de contrôler l'esprit des gens. Bon, des fois ça tourne mal, parce que les idées de la fée coquillette, c'est pas les meilleures. Oh loulou, trop dangereux ce vœu. Du coup, elle préfère les aider sans utiliser la magie. Par exemple, quand l'âne Gaston a voulu savoir lire, au lieu de l'exaucer, elle lui a donné des cours. Ça permet d'ajouter des leçons et des morales à chaque épisode. Les vœux de chaque personnage sont souvent liés à des complexes ou des défauts. Mais grâce à Coquillette, ils apprennent à s'accepter ou à trouver des solutions. Toutes ces thématiques, on les retrouve dans les livres. Il y a eu 12 tomes au total. C'est en 2010 que le dessin animé sort, mais aujourd'hui, c'est un lost media. Je vous jure, il y a seulement 9 épisodes de disponibles et faut vraiment fouiller pour les trouver. Pourtant, il y en a eu 78 au total. Ils ont été faits par les Armateurs, le studio qui a travaillé sur Choupi, Allez Raconte ou Kirikou. C'est grâce à eux qu'on a pu regarder La Fée Coquillette sur TF1 ou Piwi+. Donc je pense que beaucoup s'en souviennent, contrairement au prochain dessin animé. Il m'appelle Jacob. Jacob, Jacob. Jacob. Jacob, Jacob.
Quand on est le dernier de la famille, la vie n'est pas toujours simple. Surtout pour Jacob. C'est à se demander si ses frères et sœurs ne le détestent pas. Les plus grands l'ignorent alors que les jumeaux profitent de sa naïveté pour l'effrayer. Non seulement il se fait harceler chez lui, mais aussi à l'école. Déjà, Jacob est un nouvel élève. Du coup, il a dû s'intégrer à un nouvel environnement. Sauf que les gens ne sont pas très accueillants. Heureusement, il devient ami avec René la skateuse et Basile, un mec bizarre qui le suit partout. C'est avec eux qu'il vit des aventures complètement folles. Parce que oui, la vie de Jacob est plutôt chaotique. Le moindre événement se transforme en une mission d'espionnage. Récupérer ses affaires confisquées, retrouver un trésor, éviter une heure de colle, plein de missions dangereuses, surtout s'il se fait attraper par les profs. Ce sont de sacrés détraqués. Depuis l'arrivée de Jacob, Madame Petsec ne l'a jamais lâché. Elle est folle amoureuse du principal, Monsieur Le Goulu. Et ces deux-là détestent Jacob. Franchement, s'ils pouvaient le tuer, ce serait pas leur souci. Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Mais le plus effrayant chez ces deux-là, c'est leur chara-design. C'est un truc récurrent dans Jacob. Beaucoup de personnages ont une tête terrifiante. Et en général, c'est pas des gentils. À la fin de chaque épisode, Jacob tire des leçons de ses aventures et il nous donne même des astuces d'espionnage. Aujourd'hui, nous allons te montrer comment inventer un code secret. Un code secret. Chut. À la base, Jacob, c'est un livre qui date des années 70. Il a été écrit par Mordecai Richler, un Québécois ayant grandi à Montréal. C'est pour ça que le dessin animé se passe là-bas. L'intrigue du livre, par contre, est complètement différente de la série. Ça se déroule dans un univers fantastique, et le seul point commun, c'est que le personnage principal est le dernier de la famille, et qu'il passe inaperçu à cause de ça. Le livre a d'abord été adapté en film en 1999, mais il n'a pas eu un énorme succès. La dernière adaptation de Jacob reste donc le dessin animé. C'est sorti en 2003, 2 ans après la mort de Mordecai. Je le regardais sur Télétoon, et l'esthétique du cartoon m'avait vraiment marqué. Je me souviens encore du doublage en VF, surtout pour Noah qui a la même voix qu'un personnage qu'on connaît tous. Oh, les dinosaures. Évolution et extinction des grands reptiles, c'est dépassé ça. Non, je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Franchement, on doit être 3 à connaître le dessin animé. J'ai jamais vu quelqu'un me dire « Tu te souviens de Jacob ?» Donc parlons d'une série un peu plus connue. Le livre magique au loin m'a envoyé, et vers le ciel de Saintopia je peux voler. On est en 2012 et sur les chaînes pour enfants, il y a de plus en plus de séries en live action. Plus précisément des telenovelas pour ados. Tout ça à cause de Violetta. Du coup, on a eu plein de séries dans le même délire, avec à chaque fois le même cahier des charges. Une adolescente avec une nouvelle vie, une rivale jalouse, un love interest, mais surtout beaucoup de drama. Bah, Mia et moi, c'est presque pareil. Mia vient de perdre ses parents. Du coup, elle doit déménager à Florence pour rejoindre un nouvel internat. Là-bas, les codes sont différents. Elle a du mal à s'intégrer, puis elle est pas aidée, car si on suit le cahier des charges, il manque une grosse Non, pardon, une rivale. Elle, c'est Violetta. Comme par hasard. La fille d'un comte italien qui adore harceler les autres. Elle a tout de suite détesté Mia sans aucune raison. Heureusement, notre héroïne arrive à se faire des amis pour la soutenir. Mais ce qui l'aide vraiment, c'est ce livre. C'est l'héritage de son père. Il raconte l'histoire d'un monde fantastique appelé Saintopia. Mais ce qui est écrit dedans ressemble plus à des instructions qu'à une histoire. Et quand elle les lit à voix haute, elle est transportée dans ce monde magique. À Saintopia, Mia devient une elfe. Elle découvre qu'ici, les licornes maintiennent la nature en vie. Le problème, c'est que depuis quelque temps, la reine des elfes noirs Panthéa les capture pour utiliser leur magie et garder sa jeunesse éternelle. Ce qui a d'énormes conséquences sur Saintopia. Quand Mia apprend ça, elle décide d'aider les licornes. C'est comme ça qu'elle se lie d'amitié avec Lyria. Grâce à elle, elle va aussi rencontrer Yuko et le prince Mo, 2 elfes qui parcourent le monde pour le protéger. Quand ils font connaissance avec Mia, ils sont étonnés. Déjà parce qu'elle ne sait pas encore voler, mais surtout car d'habitude, les licornes évitent de s'approcher des elfes. Mais Mia est spéciale. Non seulement elle a gagné leur confiance, mais elle est aussi capable de les comprendre. Sans elle, Yuko et Mo seraient vraiment en difficulté. Puis dans leur équipe, il y a aussi Fuddle, un faune qui aide Mia à comprendre ce nouveau monde. Du coup, Mia jongle entre sa vie étudiante et sa vie d'elfe. Quand elle est humaine, elle en profite pour lire son livre. C'est dedans qu'elle découvre le point faible des elfes noirs qui va lui permettre de vaincre Panthéa. Après ça, il y a eu d'autres saisons. Dans la deuxième, Mia n'est plus à l'internat, mais en vacances chez son grand-père. Mais elle continue d'aller à Saintopia, surtout qu'il y a de nouvelles menaces, notamment la présence de Violetta. En espionnant Mia, elle a réussi à se rendre sur Saintopia. Au début, elle se cache derrière une fausse identité et aide même les antagonistes. Mais au fil du temps, elle finit par évoluer et devient même amie avec Mia. Ça lui permet d'être plus que la simple harceleuse et ça rajoute une nouvelle dynamique à l'histoire. Le point fort du dessin animé, c'est le switch entre live action et animation.
l'animation. On voit son quotidien à l'école, ses vacances au ranch ou ses difficultés en tant qu'adolescente. Comme si on la voyait grandir. Ses aventures à Sentopia l'aident même à résoudre des problèmes dans le monde réel. Dans la saison 3 et 4, l'actrice qui joue Mia n'est plus la même. On passe de Rosabelle Laurenti-Seller à Margot Nuccetelli. C'est aussi elle qui joue Mia dans le film La légende de Sentopia. Dites-vous que c'est un dessin animé qu'on a tous oublié alors que la saison 4 est sortie en 2022. Du coup, je me demande si vous allez vous souvenir du prochain dessin animé sorti en 1999. Si tu as un gros bobo, viens te mettre bien au chaud. Pour te guérir, assieds-toi, l'hôpital il top est là. Vous vous souvenez des séries du style Urgence ou Grey's Anatomy? Bah, il y a eu la même chose, mais pour les enfants. Dans cet hôpital, les patients et le personnel sont des animaux. On se concentre surtout sur l'équipe du Dr Matthews. Elle est composée de chirurgiens, d'infirmières et d'ambulanciers. Ils ont tous une spécialité, et ensemble, ils soignent les patients de l'hôpital. Ce sont souvent des enfants. Chaque épisode se concentre sur l'un d'eux, et même si le dessin animé est fait pour les plus jeunes, les sujets traités sont très sérieux. Il y a par exemple eu une séparation de siamois, des chirurgies après accident et même des accouchements. Le but des médecins est vraiment d'aider chaque patient physiquement et psychologiquement, même s'il y en a quand même qui savent pas du tout parler aux enfants. Mais Hélène, vos dents sont toutes pourries. L'objectif de chaque épisode, c'est de transmettre des leçons ou des morales. Là, par exemple, le but, c'était de montrer aux enfants l'importance de se brosser les dents. On a aussi beaucoup de messages sur l'inclusion et le fait de s'accepter tel que l'on est. Après, il y avait aussi les histoires en coulisses, avec la vie professionnelle de l'équipe et ce qu'ils font quand ils sont seuls. Docteur Matthews, je vous trouve un peu perturbé ces temps-ci. Vous êtes amoureux peut-être? Si ma meuf. Ouais, à côté des enfants malades, il y a de la place pour des histoires d'amour. Surtout pour le triangle amoureux entre le Dr Matthews, Cathy et le Dr Suzanne. Voir la vie du personnel, ça permet d'ajouter un peu plus de légèreté au dessin animé. Parce qu'il y a quelques épisodes qui sont vraiment tristes. Je n'ai plus de maman, elle est morte. Elle, c'est Lorelai. Quand elle arrive à l'hôpital, elle est toute joyeuse et s'amuse beaucoup avec les autres enfants. Mais le Dr Matthews et son équipe trouvent ça bizarre. Ils ne comprennent pas pourquoi elle arrive à rire alors que sa mère vient de mourir. Mais la vérité, c'est qu'au fond, Lorelai est très triste. Elle ne souhaite juste pas le montrer pour cette raison. Mais si je ne suis pas souriante, les gens autour deviennent tout tristes. Et ça me fait penser que ma maman me manque. Au final, Cathy a pu mettre en place des séances de psy pour elle. Et pour qu'elle ne reste pas seule, une famille de cochons décide de l'adopter. Non, je pleure pas. Bon, venez, on parle d'autre chose. Quand on était petit, on a grandi avec beaucoup de dessins animés éducatifs. On a appris l'anglais, la science, les maths et même la cuisine. Telmo et Tula fait partie de ces dessins animés, mais lui était spécial. Parce qu'entre ces deux-là, il y en a un qui sait pas cuisiner. Nous allons vous apprendre à préparer un délicieux éléphant sauce vinaigrette. Un éléphant sauce vinaigrette? Lui, c'est Telmo. Et si vous suivez ses recettes, vous risquez d'avoir des intoxications. Apparemment, c'est lui qui a inventé le Tasticrousti. Heureusement, c'est sa sœur Tula qui donne les directives. Ensemble, ils présentent une nouvelle recette à chaque épisode. Le dessin animé s'adresse aux enfants pour que ce soit eux qui cuisinent. Donc, tout est expliqué en détail, surtout les règles de sécurité. Dès que Telmo et Tula ont besoin d'allumer le gaz ou le four, ils appellent leur grand-père. Tu peux nous allumer le four s'il te plaît? C'est une série produite par Disney Channel Espagne, mais en France, il n'est pas passé sur la chaîne Disney. À la place, on avait le droit à d'autres dessins animés de cuisine, comme À table les enfants. Dedans, les fruits et légumes sont des personnages qui nous apprennent leurs bienfaits et la meilleure façon de les consommer. Pour apprendre des recettes, on avait La cuisine est un jeu d'enfant. Contrairement à Telmo et Tula, ils présentent des plats plus élaborés, comme le filet de merlan, l'avocat au crabe ou les truffes au chocolat. En gros, des trucs que je pouvais pas m'acheter. Les enfants sont accompagnés d'un chef cuisinier, donc ils pouvaient se permettre de faire des tâches plus compliquées, alors que dans Telmo et Tula, les recettes étaient beaucoup plus simples et accessibles. Moi, je me demande si ces dessins animés ont permis à certains de devenir cuisiniers. Moi, en tout cas, quand j'étais petit, je voulais être rien d'autre qu'un ninja. Les ninjas ont toujours été présents dans l'animation, que ce soit avec les Tortues Ninja, Rundy Cunningham ou Naruto. En France, nos références c'était Shuriken School et Ninjago. Puis Mini Ninja s'est ajouté à la liste.
Mais avant de devenir un dessin animé, c'était un jeu vidéo, une aventure qui prend place dans le Japon féodal. Le cartoon sort en 2015 et adapte l'histoire du jeu. On suit 6 apprentis ninjas. Ils s'entraînent à maîtriser des techniques grâce à leur maître. Mais parmi ces 6 ninjas, seulement 3 sont mis en avant. Futo, Suzume et Hiro. Ils ont souvent des missions pour déjouer les plans du seigneur Ashida. Ils souhaitent devenir le roi du monde. Et pour ça, ils transforment les animaux de la vallée en samouraïs maléfiques. Cette armée de samouraïs est dirigée par sa petite fille, Shoko. Tout ce qu'elle souhaite, c'est détruire les mini-ninjas et accomplir le rêve de son grand-père. Elle est très dangereuse et arrive même à faire jeu égal avec les héros. Enfin, sauf quand ils utilisent leur pouvoir. Être un ninja, ce n'est pas seulement se camoufler ou se battre à main nue, mais aussi utiliser des jutsu. Suzume est celle qui a la meilleure maîtrise. Grâce à sa flûte, elle peut contrôler la nature. Hiro par contre a un peu plus de mal. Quand il essaye d'utiliser une technique, il invoque une pluie de météorites qu'il ne contrôle pas. Par contre, il maîtrise l'art de la fusion avec les animaux. Ça lui permet d'infiltrer le camp ennemi sans se faire repérer. Chaque épisode permet aux mini-ninjas de s'améliorer, de tirer des leçons et de libérer les animaux de l'armée d'Ashida. Celui-là, c'est le dessin animé le plus récent de la liste, donc il y a moyen qu'on l'ait pas tous vu. Du coup, je vous propose qu'on retourne en arrière pour parler d'Ariol. On a tous déjà vu un épisode d'Ariol, et si c'est pas le cas, vous avez au moins lu une page des livres. C'était l'un des classiques des albums J'aime lire, aux côtés de Tom Tom et Nana ou Fripouille et Malicette. Le dessin animé est arrivé en 2009 grâce à Folimage, le même studio qui a fait Hôpital Hilltop. Il est passé sur plusieurs chaînes, TF1, Piwi+, Télétoon et même Canal+. Donc c'était impossible de le rater. Ariol, c'est un petit âne bleu de 9 ans. Il a peur de grandir car sinon il deviendra tout gris comme son père. Du coup, il profite au maximum de son année de CM1. À l'école, il est pas le premier de la classe, mais heureusement, il est pas le dernier non plus. Cette place, elle est occupée par Ramono. Ce qu'ils aiment faire ensemble, c'est regarder des épisodes du Chevalier Cheval. Ils sont tellement matrixés par lui qu'ils se sont déjà battus pour savoir qui était le chevalier. D'ailleurs, le fait de ne pas être un cheval est un grand complexe pour Ariol, surtout à cause de ses longues oreilles d'âne. Mais le Chevalier Cheval l'aide beaucoup à vaincre cette gêne. Chaque fois qu'il est en difficulté, il se demande ce qu'aurait fait le Chevalier Cheval. C'est pour ça qu'il n'a jamais lâché l'affaire avec Pétula. C'est une petite vache dont il est amoureux. Mais elle s'en fiche un peu d'Ariol. Il fait tout pour qu'elle le calcule, mais elle l'envoie bouler à chaque fois. La seule fois où elle a accepté un date, c'était en échange d'éclairs au chocolat. Si elle ne s'intéresse pas à Ariol, c'est parce qu'elle est amoureuse de Tiburge. Il a du succès avec beaucoup de filles de l'école, contrairement à Ariol, qui n'est pas très doué. La seule fille qui s'intéresse à lui, c'est Bisbee la mouche. Mais pour lui, c'est pas un cadeau. En dehors de son quotidien à l'école, on voit aussi sa vie de famille, avec ses parents, son oncle, mais aussi ses grands-parents. Il passe parfois ses vacances chez eux à la campagne. Il a même déjà invité Ramono. Ça donne l'impression qu'on suit réellement la scolarité d'Ariol. Et c'est pas anodin, puisque les histoires racontées dans la BD se passent seulement sur l'année de ses 9 ans. Donc son succès est aussi dû au fait qu'en tant qu'enfant, on se reconnaît dans sa vie. Mais même si le dessin animé s'adresse aux plus jeunes, il y a parfois des blagues qu'on n'avait pas forcément compris. Hey, tu les as déjà vues, toi, ces poitrines? Bien sûr, c'est ma sœur. Et elles sont comment? Moches, énormes, et elles font jouing, jouing, jouing. Tu veux de la tarte? Non, faut que je rentre. Même si on a grandi, Ariol continue d'accompagner les nouvelles générations, avec de nouveaux tomes, mais aussi 2 nouvelles saisons. Une sortie en 2017 et une autre en 2023. Donc on n'a pas fini d'en parler. Alors que Sally Bollywood, ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu le générique. Si vous avez besoin d'un détective, appelez Sally Bollywood. Une petite fille de 12 ans qui adore les enquêtes. Elle a créé le Sally Bollywood Investigation, aussi appelé le SBI. Elle est accompagnée de Dewey et ensemble ils forment le duo parfait pour aider les élèves du collège. Chaque fois que l'un d'eux rencontre un problème, ils font appel au SBI. Même si c'est des enfants, ils sont très professionnels. Sally a ouvert son propre bureau d'enquête chez elle. Grâce à ça, elle peut résoudre n'importe quelle énigme. Vol, triche, disparition, peu importe la gravité du problème, elle trouvera des solutions. Le point fort de Sally, c'est de déchiffrer et d'assembler les indices pour trouver le coupable. Elle est aussi très sportive. Ça lui sert beaucoup en cas de poursuite ou de combat. Dewey, lui, est moins doué physiquement, mais il est indispensable à l'équipe. Grâce à ses gadgets, il peut analyser les scènes de crime et identifier les coupables rapidement. Pour nous, en tant que spectateurs, c'était facile de résoudre l'enquête avant le SBI. À chaque début d'épisode, on a une mise en contexte avec la scène de crime. Parfois, on nous montrait carrément la silhouette du coupable.
coupable. Puis on avait aussi des indices que Sally et Dewey n'avaient pas. D'ailleurs, dans beaucoup d'épisodes, le coupable est souvent celui qui fait appel au FBI. C'est leur technique pour essayer de brouiller les pistes. En général, on se rend compte que l'auteur du crime avait une bonne raison d'agir comme ça, que ce soit par peur des conséquences, par honte ou à cause de complexes. Mais Dewey et Sally arrivent toujours à les aider avec de bons conseils. Cette passion de l'enquête, elle lui vient de son père, Harry Bollywood. C'est un détective privé qui s'occupe de crimes bien plus graves. Et c'est déjà arrivé que Sally se retrouve mêlée à ses enquêtes. Harry la laisse devenir détective à une condition, que ça n'impacte pas sa scolarité, sinon plus de SBI. Papa, je peux tout expliquer. On ne rigole pas avec les études, Sally. Alors pas de bonnes notes, pas d'enquête. Enregistré. Sally vit avec lui et Madame Apu. Et non, ce n'est pas sa grand-mère, mais une vieille amie de la famille. Elle fait partie de sa vie depuis sa naissance, tout comme la culture indienne. Le dessin animé ne s'est pas contenté de mettre des personnages indiens. La culture est mise en avant grâce aux saris, les musiques, l'hindouisme, les danses et même les films bollywoodiens. Même la musique du générique met en avant cette culture, avec des instruments et une rythmique traditionnelle. Je pense qu'il fait clairement partie des meilleurs génériques de notre enfance, surtout qu'il est interprété par Nadia. Si vous vous souvenez plus d'elle, elle a chanté ça. Et c'est parti pour le show. Je sais pas pourquoi, mais sur Disney Channel, Sally Bollywood, ça passait super tard. Mais avant d'arriver sur cette chaîne, c'était sur France 3 dans l'émission Touham et Ludo. C'est l'un des classiques de Télé Image Kids. Ils ont fait de nombreux dessins animés très connus, comme Foot de rue ou Bass-Cup. D'ailleurs, ils ont fait plein de clins d'œil à Sally Bollywood dedans. Déjà, il y a un épisode de Bass-Cup où l'on peut voir Sally et Dewey dans l'équipe indienne. On la voit même dans Foot de rue extrême. Samy regarde un épisode du dessin animé. Samy, tu es tag? Oh bah non, j'ai tout rangé ce matin, c'est à lui de mettre la table. Parmi les nombreux dessins animés de notre enfance, Sally Bollywood fait clairement partie de ceux qu'on ne peut pas oublier. Mais ce n'est pas le seul. Qu'il soit populaire ou non, chaque dessin animé mérite une place dans nos souvenirs. Ils nous ont aidés à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Donc j'espère que maintenant, vous vous en souvenez.